Patrick Artus et je vais coordonner, je ne sais pas comment dire en français, gérer, je vais animer cette session qui est consacrée au changement structurel après la Covid et on pourrait rajouter après la guerre en Ukraine. Et donc, autour de moi, je vais partir de la droite à la gauche. J'ai Gilbert Sette, qui est professeur d'économie à Neoma Business School et qui va se consacrer son intervention essentiellement au marché du travail. Kathleen Schubert, qui est professeure d'économie à PSE et à Panthéon-Sorbonne et qui est une spécialiste de la transition énergétique. André Kartapanis, qui est au bout à gauche et qui a remplacé Céline Antonin, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là ce soir, et qui est professeur d'économie à Sciences Po Aix, et Gilbert Sette, à ma gauche, qui est professeur... Ah non, je l'ai déjà fait, Gilbert. Sébastien Jean, qui est professeur au CNAM, qui était là de la recherche d'économie industrielle du CNAM. Donc je vais introduire rapidement cette session et ensuite je passerai la parole à mes 4 camarades et ensuite à vous, bien sûr, dans la salle. Il y a énormément d'ouvrages qui paraissent ces temps-ci sur la question de savoir si nous avons subi un choc structurel très important dans nos économies qui change fondamentalement le fonctionnement des économies. Et je crois que c'est une question pertinente, même si nous avons peu de recul, puisque nous parlons de la période de 2020 à aujourd'hui. Nous avons 3 ans de recul pour analyser cette question. Alors, quels sont les changements structurels qui sont envisagés dans ces différents ouvrages ? Il y a d'abord la question des raretés. On sort de 20 ans et encore plus de 10 ans, 2010-2020, qui est une période extrêmement importante, qui est une période d'abondance, abondance de l'épargne mondiale qui fait baisser les taux d'intérêt, abondance de la production de matières premières qui fait baisser les prix des matières premières, abondance de l'emploi, avec en particulier l'emploi dans les pays émergents qui continue à croître, et donc abondance dit taux d'intérêt bas en ce qui concerne l'épargne, il y a abondance de l'épargne, et ça explique une partie du niveau bas des taux d'intérêt. Inflation basse, puisque les banques centrales sont confrontées, et ensuite les banques centrales étant confrontées à cette inflation basse, taux d'intérêt bas est une deuxième cause pour les taux d'intérêt bas. Et puis, bien entendu, matières premières abondantes et capacité à croître avec ces matières premières abondantes. Par exemple, en Europe, un prix de l'énergie qui oscille autour de 50 € le mégawattheure. Vous savez qu'en ce moment, on parle de 300-400 € pour l'hiver prochain pour le prix du gaz naturel en Europe. Et donc, la question est, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi sommes-nous passés d'un monde d'abondance manifeste à un monde de rareté avec l'accélération des salaires, la hausse de l'inflation, la rareté de l'énergie, la rareté des matières premières. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et ça, c'est une question qu'André Kartapanis va traiter tout à l'heure. La seconde évolution, elle est liée, c'est l'évolution des politiques monétaires. Les banques centrales, c'est très, très curieux. Les banques centrales ont passé la décennie 2010 à essayer de faire revenir l'inflation. D'ailleurs, elles n'y ont pas réussi. Et malgré des taux d'intérêt nuls, malgré des politiques monétaires très expansionnistes, le quantitative easing qui injectait de la liquidité directement dans les économies, les banques centrales n'ont pas réussi à faire remonter l'inflation. L'inflation de la zone euro est restée inférieure à 1% pendant la décennie 2010, et tout d'un coup, on a une inflation à 10%. Et d'où vient-elle ? Donc c'est une question associée aux raretés. Donc d'où vient ce choc inflationniste extrêmement brutal en sortie de la crise de la Covid ? Et puis est-ce que ces chocs, est-ce que cette rareté nouvelle des matières premières, du travail, des biens sont permanents ou sont transitoires ? Est-ce qu'on va revenir à l'équilibre d'avant ou est-ce qu'on va rester dans cet équilibre d'inflation, ce qui effectivement changerait fortement la situation des économies ? Alors, associé à ça, évidemment, il y a la question du fonctionnement du marché du travail. Il y a énormément d'études qui sortent sur les modifications du fonctionnement du marché du travail, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis.
Aux États-Unis, vous savez qu'on parle on parle de la Great Resignation. Hein, il y a un mouvement de démission des salariés qui crée une rareté de l'emploi, hein, et qui contribue à ce retour de l'inflation. En Europe, il n'y a pas de Great Resignation. Hein, il y a beaucoup d'emplois. L'emploi européen est au-dessus de l'emploi d'avant la Covid. Mais on a des demandes des salariés tout à fait nouvelles qui créent une forme de rareté. Par exemple, les salariés refusent de travailler autant qu'avant. Hein. Il y a une baisse forte de la durée du travail, par exemple en France. Les salariés refusent de travailler dans certains secteurs, demandent des aménagements de leurs conditions de travail, et ceci peut-être est associé à des changements technologiques. Et Gilbert, évidemment, parlera du télétravail, hein, et de la possibilité que le télétravail soit au cœur de ces transformations du marché du travail. Ensuite, la question suivante, très importante, c'est la question de: y a-t-il ou non un mouvement de relocalisation des activités, de démondialisation? Et ça, c'est Sébastien qui traitera cette question. Évidemment, nous avons peu de recul, mais c'est un mouvement qui est soit déjà là, soit devant nous. Hein. Et d'abord, est-ce un mouvement de relocalisation globale? Est-ce un mouvement de régionalisation des échanges? Est-ce un mouvement qui porte seulement sur certains biens stratégiques? Et ce sont effectivement des questions très importantes que Sébastien abordera. Et puis finalement, Kathleen va traiter un gros sujet qui est le sujet de la transition énergétique. Y a-t-il accélération de la transition ou y a-t-il freinage de la transition avec ces 3 années de crise? Et avec, évidemment, en Europe particulièrement, la guerre en Ukraine et l'arrêt des importations de gaz naturel russe. On peut défendre a priori les 2 thèses. Hein. Il y a une thèse qui dit que nous sommes forcés de revenir, par exemple, aux énergies fossiles par défaut d'avoir suffisamment investi dans les énergies renouvelables et avec la disparition du gaz et du pétrole qui venaient de Russie. Et puis, il y a une thèse qui dit que nous allons faire un effort d'accélération de ce processus de transition parce qu'il n'y a pas d'autres solutions pour remplacer les énergies qui disparaissent, en particulier l'énergie qui provenait de Russie. Donc, Kathleen traitera toutes ces questions et se placera dans le cadre plus général, hein, de la transition énergétique et de ses effets. Voilà le programme. Et donc, je commence. Alors, je ne sais plus par qui je commence. Par André Cartapanis. Non, par Sébastien Jean sur la question y a-t-il relocalisation, y a-t-il renationalisation des productions, et de quelle production parle-t-on? Merci Patrick, vaste programme. En effet, bonsoir à tous. Au fond, la première bonne nouvelle, potentiellement, elle est dans le titre de cette table ronde, ça s'appelle « Après le Covid ». J'y mets peut-être un petit point d'interrogation parce que finalement on n'est pas complètement sorti. Et puis au fond, même sur le fait de savoir si c'est une bonne nouvelle ou pas, parce que finalement ce qui peut faire penser qu'on est après le Covid, c'est le fait que la crise suivante est déjà là et elle fait relativiser par certains aspects, disons, la gravité de la crise du Covid. Et je vais y revenir dans un instant. Alors effectivement, c'est une crise qui a fait poser pas mal de questions structurelles, qui a donné un peu le vertige aussi, je crois, on peut le dire, par moment. Et ça a été notamment le cas par rapport à la question de la dépendance aux importations. On se rappelle tous, notamment le discours d'Emmanuel Macron au moment annonçant le premier confinement et parlant de cette folie de confier à d'autres le soin de nous fournir les biens indispensables, y compris à notre santé, à beaucoup de choses qui nous sont indispensables. On se souvient de cette réalisation un peu abrupte du degré de notre dépendance pour des choses aussi simples que les masques, aussi importantes que des médicaments, aussi stratégiques que un certain nombre de machines ou
de technologies de pointe. Donc tout ça, évidemment, a fait porter, je pense, un regard un peu nouveau sur un certain nombre de questions qui ne sont pas nouvelles, bien entendu. En France, ça fait bien longtemps qu'il y a beaucoup de controverses autour de la délocalisation, de la désindustrialisation, sur le fait de savoir comment on lutte contre tout ça et comment on essaie de, disons, de défendre la vigueur de la France en tant que place industrielle. Alors dans ce contexte, les relocalisations, la relocalisation c'est apparu un peu comme un slogan, disons en tout cas un terme et presque un programme, j'allais dire, étrangement consensuel. Trop consensuel d'ailleurs au fond pour que ça soit vraiment évidemment en soi une bonne question ou une bonne description, disons, des choix que cela peut représenter. Alors on a l'impression que tout le monde est pour la relocalisation, ce qui montre bien qu'il faut poser un peu plus de questions, disons, pour atteindre ce qui sont les éléments derrière, qui sont des éléments potentiellement de choix économiques et politiques. Alors, quelles sont les questions qui se posent? Déjà, je vais y revenir, mais donc sur un fond, il y a un fond d'affaiblissement de l'industrie en France. Mais disons, pour poser bien cette question de la relocalisation, de ce que ça implique, il faut se demander comment est-ce qu'on peut procéder pour alimenter pour relocaliser l'activité industrielle en France. Pourquoi exactement on veut le faire? Est-ce que c'est pas forcément si évident que ça? C'est-à-dire en quoi est-ce que l'activité dans l'industrie serait préférable à une même activité, enfin une activité dans les services et sous quelles conditions? Et puis qui va payer? Parce que tout ça, en pratique, on s'aperçoit vite que c'est pas gratuit. Je crois que la première remarque aussi qu'il faut faire quand on parle de relocalisation, c'est que c'est le contraire des délocalisations, ce qui est une façon d'ailleurs trop étroite de le poser, mais en même temps, je crois que c'est important de faire ce constat, en soulignant que s'il y a eu des mouvements de délocalisation, c'était à la recherche de minimisation des coûts, et d'ailleurs souvent probablement dans une optique un peu trop étroite, mais c'était aussi parce que c'était une source d'économie. Autrement dit, dans beaucoup de cas, faire l'inverse, ça va plutôt être source de coûts. Et puis, si on veut renforcer l'industrie, c'est pas forcément exactement l'inverse de ce qui a été fait qu'il faut essayer de privilégier. Donc, c'est pas forcément les activités qui ont été les plus délocalisées qui vont être les plus intéressantes à essayer de rapatrier en France. Souvent, elles vont être des activités dans lesquelles il y a un écart de coût plus important que d'autres. C'est pas forcément celles qui sont les plus dynamiques. Et puis même le concept de relocalisation, on n'a pas envie, et je pense que c'est un point de vue que vous partagerez, on n'a pas envie de subventionner en particulier ceux qui ont délocalisé. On a plutôt envie de présenter ça comme un programme de renforcement de l'industrie. Donc, il y a une problématique réelle dans le sens où il y a effectivement un coût par rapport à ce désir de relocalisation. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on voudrait renforcer l'industrie par rapport aux services? C'est quand même une question qu'il faut un tout petit peu aborder, même très vite. Bon, d'une part, l'industrie, évidemment, est un secteur qui contribue très fortement à la balance des paiements, à la balance courante française. Donc, on exporte aussi des services, cela étant, mais enfin, il y a une question d'équilibre et elle se pose avec une acuité grandissante en France. Aujourd'hui même, d'ailleurs, les douanes et la Banque de France ont sorti des chiffres de la balance commerciale d'août 2022 qui sont le plus lourd déficit commercial qu'on ait et courant, d'ailleurs, je crois, qu'on ait connu. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis, il y a d'autres dimensions qui sont importantes et qui ont pris plus d'importance dans le débat à l'occasion de la Covid. C'est ces dimensions d'autonomie, évidemment, liées directement à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la réalisation de notre dépendance.
Donc des objectifs de réduction de dépendance, des objectifs aussi de maîtrise des moyens de nos ambitions, par exemple en termes de transition écologique. Il y a aussi un rôle social et territorial de l'industrie, pas toujours, pas partout, mais l'industrie est plus répartie sur le territoire que ne le sont les services. Il y a un rôle éminent de l'industrie dans l'innovation. Alors, quand on dit, une fois qu'on a dit tout ça, comment on s'y prend? La première chose à souligner, c'est qu'il y a déjà un certain nombre de politiques économiques en France qui soutiennent l'industrie de différentes façons, autour de... alors, bon, je ne vais pas en revenir, on pourra en parler peut-être un peu dans la discussion sur la façon d'essayer de renforcer la politique commerciale de l'Union européenne et de la rendre plus pragmatique par rapport à la Chine en particulier, par rapport à des éléments qu'on pourrait qualifier de concurrence déloyale. Mais il y a des éléments de fiscalité qui sont importants et qui sont spécifiquement conçus pour renforcer l'industrie. Donc, bon, le crédit d'impôt recherche, lui, il est sur tous les secteurs, mais c'est quelque chose qui bénéficie plus à l'industrie qu'à d'autres secteurs. Des éléments récents d'évolution de la fiscalité, en particulier la suppression de des impôts de production qui visent à essayer d'abaisser les charges de l'industrie. Et puis, ce qui a été dans le plan de relance, des efforts spécifiques, justement, de l'État pour soutenir les relocalisations en subventionnant un certain nombre de projets qui replaçaient de la capacité de production industrielle en France. Donc, sans être long là-dessus, ces plans, notamment... ont suscité un certain nombre de projets, plutôt beaucoup. Hein. Il y a eu beaucoup de projets primés, ça a représenté des subventions significatives, presque 800 projets de relocalisation industrielle, associés à 5,5 milliards d'investissements productifs, dont plus d'1,5 milliard de subventions de l'État. Donc, bon, c'est quelque chose qui a porté des fruits. C'est quelque chose qui est renforcé aussi par des initiatives au niveau européen pour essayer de mettre en œuvre des programmes d'aide directe, de subvention à l'industrie dans des secteurs d'avenir. Hein. On le fait dans le cadre de ce qu'on appelle des projets importants d'intérêt européen commun. Et donc, c'est une façon aussi d'orienter, disons, d'orienter l'action publique vers des politiques industrielles plus volontaristes et qui aident des secteurs précis. Vous avez entendu parler sans doute des initiatives, par exemple, dans les batteries, dans l'hydrogène, dans la microélectronique. Donc, tout ça, je le souligne pour dire qu'il y a déjà un certain nombre d'actions de politique économique qui sont mises en œuvre pour essayer de soutenir l'industrie. Quels sont les résultats là-dessus? Je vous ai dit tout à l'heure, notamment dans ce volet relocalisation du plan de relance, il y a eu beaucoup de projets qui ont été retenus et qui ont été soutenus. Donc, ça a eu des résultats. Maintenant, il ne faut pas se laisser, je pense, un peu aveugler par l'espèce de volontarisme ou de communication politique autour de tout ça. Effectivement, il y a eu des créations d'emplois industriels, ce qui est une bonne chose. Le résultat, c'est qu'en gros, on a retrouvé le niveau d'emploi industriel d'avant-crise, ce qui n'avait rien d'une évidence, hein, ce qui est en soi, je pense, doit être considéré comme un résultat qui est important. Mais il faut, disons, bien comprendre que, à vrai dire, déjà arriver à défendre nos positions, c'est quelque chose de très difficile dans l'industrie française en particulier aujourd'hui. Donc, on a une dynamique récente qui a été plutôt favorable, même si on sait qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent. On y reviendra sans doute, notamment des difficultés de recrutement. Mais pour en finir là-dessus, parce que je vois que je suis trop long déjà, ce que je veux souligner, c'est que revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une crise chasse l'autre. Et aujourd'hui, finalement, cette volonté de relocalisation, ce volontarisme, disons,
dont je vous disais, bon, il ne faut pas surestimer les résultats. Et de toute façon, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain. C'est long d'obtenir des résultats, en l'occurrence. Il faut déjà arriver à stopper une baisse tendancielle qui était relativement alarmante. Aujourd'hui, on est dans une situation où on est face à une crise énergétique. Et donc, au fond, ça fait un peu la transition avec ce qu'on va dire ensuite, qui est un choc majeur, qui est extrêmement difficile à négocier pour beaucoup d'entreprises françaises et en particulier pour l'industrie. Donc, on a donc la guerre d'Ukraine notamment dans un contexte qui déjà lui-même était un peu tendu sur un certain nombre de marchés de matières premières, fait exploser les coûts de l'énergie, mais il fait exploser les coûts de l'énergie en Europe surtout, beaucoup plus qu'ailleurs. Donc, on est aujourd'hui dans une situation où on a des coûts de l'énergie en Europe qui sont selon, enfin c'est du gaz, pardon, en particulier, mais qui est une énergie spécialement importante pour l'industrie, qui sont 7-8 fois supérieurs en Europe à ce qu'ils sont aux États-Unis. Donc c'est très difficile de dire comment ces coûts vont évoluer à l'avenir. Hein. Je ne prétends pas avoir de boule de cristal pour ça, mais ce qu'on voit d'ores et déjà, c'est que c'est une situation qui est très problématique, en particulier pour tous les segments de l'industrie qui consomme beaucoup d'énergie, et c'est particulièrement le cas dans la chimie, dans la métallurgie, dans la plasturgie, etc. Donc là, il y a vraiment un défi à accompagner cet ajustement, disons à résister à cette crise et à faire en sorte qu'elle ne soit pas un choc majeur de désindustrialisation. Et au fond, je pense que le gros défi du jour, ça me paraît être celui-là, avec le défi de la coordination aussi en Europe. Voilà. Juste une question, Sébastien. L'Europe s'est lancée dans la transition énergétique. Évidemment, on est tous favorables, mais à un rythme plus rapide que les autres continents. On a l'impression que les États-Unis, alors Catherine en parlera tout à l'heure, font pas mal marche arrière post-guerre en Ukraine. Est-ce qu'on n'a pas un souci ou un danger qui est que l'industrie européenne aurait accès à une énergie continuellement plus chère pendant toute la durée de sa transition que les autres industries? Et donc, est-ce qu'on n'aura pas on fait énormément d'efforts pour réindustrialiser, mais est-ce que tout ça va être pas jeté par terre par une délocalisation vers la Chine, vers les émergents, vers les États-Unis, basée simplement sur le coût de l'énergie? Et est-ce qu'on peut éviter d'avoir cet inconvénient de cette perte de compétitivité? Oui, c'est un vrai défi, je crois, aujourd'hui. C'est-à-dire que si l'Europe fait une transition très vertueuse, mais que finalement les activités qui consomment le plus d'énergie fuient, entre guillemets, et vont se localiser ailleurs, mais finalement, ça n'aura pas servi à grand-chose. En tout cas, ça va considérablement diminuer l'impact vertueux, disons, l'impact positif de ce qu'on fait en Europe. Donc, c'est le défi, effectivement, aujourd'hui. On est allé vite dans la transition. Je pense qu'au fond, l'Europe a aussi fait des choix qui, en termes d'indépendance, d'autonomie, justement, étaient un peu hasardeux, et c'est ça qu'on paye aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on pourra à la fois, garantir des approvisionnements et un coût suffisamment concurrentiel de l'industrie en Europe, tout en faisant cette transition? Je crois que c'est l'objectif qu'il faut se fixer. Et effectivement, ça sera évidemment difficile. Bon, il y a des éléments de réponse sur, par exemple, sur le fait que les politiques qu'on met en œuvre en termes de transition, il faut essayer de faire en sorte qu'elles ne soient pas une balle dans le pied. Donc, les mécanismes d'ajustement à la frontière sur le prix du carbone sont en partie une réponse à ça. Donc ça, je crois que c'est déjà un élément qui est absolument nécessaire. Pour autant, ça ne répond pas à toutes les questions, bien évidemment. On y reviendra tout à l'heure dans la discussion. Bon, André, tu as devant toi une tâche considérable qui est de nous expliquer pourquoi il y avait 1% d'inflation il y a 2 ans et 10% maintenant. D'où est-ce que ça vient, ce truc? Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre, mais en tout cas, on peut dresser un panorama des explications possibles. Bon, d'abord, merci Patrick pour m'avoir invité à cette table ronde, et bonsoir à tout le monde. Alors, c'est vrai que lorsqu'on évoque l'occurrence de changements profonds dans le langage des économistes, souvent on utilise des notions, des concepts qui ne sont pas directement perceptibles par les uns et les autres. Quand on parle de schéma d'accumulation, de gains de productivité,
Bon, moi, je vais vous parler d'un phénomène que vous connaissez tous, c'est l'inflation. Et c'est vrai que s'il y a un changement clé, alors est-il durable ou bien est-il plutôt provisoire? Depuis le déclenchement de la pandémie, donc en 2020, c'est bien qu'on a changé de niveau d'inflation. Patrick l'a rappelé à l'instant. On avait de la peine à atteindre les 1 ou 2%, et maintenant on est à 9 ou 10%. En France, on est à 6, mais c'est lié à ce que l'État pratique comme politique d'atténuation du choc. Alors, mon problème est d'essayer de savoir si on est entré dans un régime permanent d'inflation bien plus élevé que ce que nous connaissions, ou bien si c'est une sorte de surréaction, de choc, ayant vocation finalement à se dissiper. Et pour ça, le meilleur moyen, me semble-t-il, c'est de regarder qu'est-ce qui s'est passé depuis 2020, quelles sont les diverses étapes qui ont contribué à ce rebond de l'inflation. Alors d'abord, dès 2020, lorsque les phases de confinement interviennent et vont se succéder, faute d'exemples récents, les historiens ou les économistes historiens, et on en a un participant à notre rendez-vous là, avec Pierre Doquès, qui a œuvré en ce sens-là, on a essayé de regarder ce qui s'était passé dans l'histoire en présence de grandes pandémies. Évidemment, avec la peste noire ou bien la grippe espagnole. Et j'ai relu un petit peu ton bouquin, Pierre, pas vraiment de traces de l'inflation. Autrement dit, tu nous diras après, mais tu auras une question. Mais surtout, l'accent était placé sur le fait qu'après une phase d'effondrement de l'activité, on voyait apparaître un rebond de l'activité économique un peu sélectif. Mais en tout cas, les préoccupations, au-delà des historiens, des économistes, étaient finalement ailleurs que du côté de l'inflation au moment donc du déclenchement de la pandémie. Pourtant, l'inflation va réapparaître, mais à partir de 2021, surtout au second semestre de 2021, et donc avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, et donc avant le mois de février 2022. Ce rebond de l'inflation, très vite, a préoccupé les économistes, et au gré des analyses, en distinguant deux types de chocs pouvant avoir été à l'origine de ce rebond de l'inflation, ce que nous appelons des chocs d'offres ou bien des chocs de demande. Les chocs d'offres qui étaient associés au Covid, c'était l'apparition de goulots d'étranglement dans les productions, évidemment, eu égard à ce qui étaient les effets du confinement. Également, une modification de la structure de la demande, avec un recul de la demande de services et au contraire un rebond du côté de la demande de biens industriels, avec pour autant des files d'attente qui pouvaient apparaître. Également, choc d'offres du côté du marché du travail, ça a été évoqué tout à l'heure et ça sera repris par Gilbert sans doute. Ce changement d'attitude vis-à-vis du travail, la question évidemment du travail à distance, mais également la baisse du taux de participation ou des démissions, mais surtout aux États-Unis. Ça, c'était les chocs d'offres. Et puis, on a mis en avant, de notre côté, des chocs de demande. Choc d'offres négatifs, choc de demande positifs, simplement parce que les États ont réagi. On réagit à la fois par le maintien des politiques monétaires expansives et fortement accommodantes que nous connaissions déjà jusqu'alors, et puis avec des politiques budgétaires extrêmement expansives qui ont permis de financer, on le sait, le chômage partiel, tout un ensemble de processus qui, évidemment, ont coûté en dépenses publiques et en déficit budgétaire. On l'a vu notamment accentué aux États-Unis après l'élection de Biden, avec ce qu'on a appelé une politique de surchauffe et de lutte contre la pauvreté, mais également en Europe, avec des montants considérables qui sont intervenus. Et d'une certaine manière, par rapport à ce qui était l'objet consistant à atténuer les effets du Covid sur le plan de l'activité économique, on peut dire que ça a marché. Parce que la croissance est revenue au troisième trimestre 2020,
et même début 2021 avec une forte croissance, confirmant finalement un choc en V, avec une forte chute, puis un rebond de l'activité économique. Mais le rebond de l'inflation apparaît alors. L'inflation commence à augmenter début 2021 et plus encore au second semestre de l'année 2021, avec du côté des États et des banques centrales une interrogation. Devions-nous poursuivre les politiques de soutien de l'activité économique ou au contraire normaliser les politiques menées, notamment du côté des banques centrales? Ce choix, en fait, était sous-tendu par une autre question, consistant à savoir si ce rebond de l'inflation était un phénomène transitoire, principalement lié à un choc d'offres qui allait progressivement se dissiper et donc contre lequel il ne fallait pas finalement infléchir les politiques, ou bien un choc durable qui ouvrait donc une nouvelle phase, un vrai changement structurel, avec à la fois des effets d'offres relativement décalés, mais également le choc de demande lié à ce qu'a été la politique monétaire et la politique budgétaire face au Covid. Et les autorités monétaires, dans un premier temps, les banques centrales, ont privilégié une lecture transitoire de ce premier rebond de l'inflation, en considérant qu'il n'y avait pas, par conséquent, de changement de cap à réaliser, à la fois par l'analyse qui était faite d'un certain nombre de données, mais également avec une autre dimension, c'était la peur que ne se reproduisent des erreurs qui avaient été commises, que ce soit au moment de la crise de 1973, peut-être également au cours du début des années 80 ou au moment de la crise de la zone euro, lorsqu'on avait ajusté beaucoup trop tôt, d'autant que nombre d'indicateurs au niveau des anticipations inflationnistes, au niveau également de ce qu'étaient les réactions des salaires, plaidaient en faveur du maintien d'une telle politique. Telle était la situation au début de l'année 2022, d'un rebond de l'inflation autour de 2-3%, mais pas plus, lorsque, évidemment, un nouveau choc apparaît, c'est l'invasion par la Russie donc, de l'Ukraine et les effets que tout le monde connaît sur le prix des matières premières et sur le prix d'un certain nombre de produits alimentaires. Et donc ce nouveau choc, qui est un choc d'offres, qui augmente considérablement le prix de l'énergie, du coup, ne permet pas de savoir si les banques centrales avaient eu raison ou avaient eu tort de ne pas ajuster, de remonter les taux d'intérêt avant février 2022. Et on se retrouve donc désormais avec un taux d'inflation qui avoisine les 10% à l'échelle de l'ensemble des pays développés. Alors, ce cheminement, peut-être un peu long, était nécessaire pour justement poser la question maintenant de savoir si la situation dans laquelle nous nous trouvons, qui est une situation qui a conduit à une conversion des autorités à une analyse d'une inflation qui devient durable, eh bien, est-ce que véritablement on est dans un nouveau régime d'inflation avec une inflation beaucoup plus élevée et qui, par conséquent, pourrait devenir incontrôlable et déboucher sur des phénomènes qu'on a surtout connus parmi les pays en développement ou qu'on a pu connaître à la fin des années 70 avec des taux d'inflation à 2 chiffres. Alors, de ce point de vue, il y a aujourd'hui un changement de cap des autorités, avec une remontée des taux qui, à l'évidence, est loin d'être terminée et qui va donc se poursuivre de session en session des comités de politique monétaire, avec une interrogation du côté des économistes. Cela va-t-il déboucher sur un atterrissage en douceur ? C'est-à-dire qu'on va éviter un choc trop important sur l'activité économique, tout en réduisant graduellement l'inflation. Donc, première hypothèse, c'est l'atterrissage en douceur. Deuxième hypothèse, alors je ne vais pas parler d'atterrissage en catastrophe, parce que ça fait peur, disons le hard landing, ça veut dire la même chose. C'est-à-dire qu'en réalité, on est à la fois de la récession et un maintien de l'inflation à des niveaux élevés.
il est très difficile de répondre aujourd'hui à cette question. Pourquoi ? Parce que, et ça a été évoqué par Patrick tout à l'heure, du côté de l'offre ou des chocs d'offres, se combinent aujourd'hui un certain nombre de phénomènes qui plaident en faveur d'une augmentation durable des prix et donc d'une dynamique inflationniste à un niveau notoirement plus élevé que ce que nous avons connu avant l'apparition donc de la pandémie. C'est évidemment les politiques de décarbonation, c'est également la question du vieillissement des populations, qui peut peser évidemment sur les questions de salaire. C'est, même si c'est en cours avec des conclusions difficiles, la question du recul de la mondialisation, de la relocalisation et des coûts qui pourraient par conséquent y être associés. C'est évidemment la question de la rareté qui est évidemment constatée aujourd'hui en matière de sources d'énergie, en matière de tout un ensemble de métaux dits rares, par définition. Et donc, le risque, finalement, est que cet événement qui a été le Covid ait, d'une certaine manière, catalysé un changement structurel qui était implicite, qui était potentiel, et qui, par là même, donc, serait de nature à déboucher sur une inflation beaucoup plus forte, tendancielle, avec, par là même, du côté des banques centrales, des politiques durablement plus marquées sous l'angle d'un niveau de taux d'intérêt plus élevé. Qui a tort, qui a raison par rapport à cette question? Pour ma part, je n'en sais rien. Seul l'avenir nous le dira. Mais c'est vrai que c'est un enjeu énorme de savoir si on est engagé dans un nouveau régime qui serait un régime d'inflation haute plutôt que d'inflation basse qu'on a connu pendant pratiquement une vingtaine d'années. Oui, André, mais à ce stade, on peut se poser une question normative. Supposons que ceux qui pensent qu'on va changer de régime d'inflation ont raison. Donc on va... En Europe, on avait 1% d'inflation, on va avoir entre 3 et 4 de façon routinière. Quelle est la bonne réponse de politique économique à ça? Il est clair que si on a un choc d'offres durable tendant à élever le niveau tendanciel de l'inflation, ça ne sert à rien d'avoir un choc de demande négatif et de continuer d'augmenter les taux d'intérêt, puisqu'on a une sorte de déconnexion entre les deux phénomènes. Par conséquent, ça voudrait dire que l'on devrait assumer le fait qu'on est sur des niveaux d'inflation plus élevés, sans pour autant qu'il y ait des réactions de la part des banques centrales. Ça me fait me souvenir d'un certain nombre de propos, notamment qui étaient tenus par Blanchard à une époque, en disant « la cible des 2% doit être remplacée par une cible à 4, voire à 4,5%, et on ne considérait pas que c'était une proposition absurde. Peut-être qu'il faut maintenant se caler sur un objectif d'inflation, sans réaction donc des banques centrales, plus élevé. Oui, avec la difficulté qu'il faut rester à 3,5 ou 4 et pas aller à 15. Quoi. Et là, on est à 15. Bon, on reviendra là-dessus. Donc, Gilbert, une question essentielle, si on se pose la question des ruptures structurelles, c'est le marché du travail. Il y a plein d'analyses qui nous disent qu'il y a une rupture brutale dans le fonctionnement du marché du travail, dans les goûts des salariés, dans les secteurs dans lesquels ils veulent bien travailler. Je disais dans mon introduction, une rupture qui est différente aux États-Unis et en Europe. Et donc, toi, tu t'es concentré sur un point très important qui est le télétravail. Et qu'est-ce que ça fait? Quels sont les résultats des études que nous avons là-dessus? Et qu'est-ce qu'on peut en penser dans ce débat sur les ruptures? Oui, merci, bonjour à tous. Bon, avant de parler de marché du travail, je boue de ne pas réagir sur la politique monétaire, ce genre de domaine, mais bon, je vais rester sur le marché du travail. Alors, sur le marché du travail, quand on observe, quand on est attentif au débat sur les transformations qui ont pu être accélérées par le choc de la Covid sur le fonctionnement du marché du travail, je dirais qu'il y a beaucoup de mauvais débats, et puis il y a des chocs qui sont observables et qui sont vraiment incontestable. Alors les mauvais débats en France, c'est l'idée, les modalités de la négociation collective ont été, par exemple, entre les partenaires sociaux, ont été profondément modifiées dans le contexte de la Covid, avec une baisse du rôle normatif de l'interprofessionnel, et puis une dynamisation de la négociation et de l'intervention normative dans les branches et dans les entreprises, du dialogue social et de la négociation collective. Pour moi, il n'y a rien de nouveau. Ce qui s'est passé, l'affaiblissement de la négociation interprofessionnelle ne date pas de la Covid, date en gros de 2015,
pour moi, c'est l'échec de la négociation interprofessionnelle sur le dialogue social, l'échec cinglant, hein, et à partir de ce moment-là, la négociation interprofessionnelle n'a pas servi à grand-chose, je dirais, dans notre pays. Hein, je suis un peu brutal en disant ça, alors qu'auparavant, elle s'était honorée d'interventions normatives très très fortes. Et du côté de la dynamisation de la négociation collective et de son rôle normatif dans les branches et dans les entreprises, c'est quelque chose qui date d'avant. Dans les branches, c'est évidemment tout le mouvement de fusion des branches qui a été poussé par les pouvoirs publics. On est quand même passé en France de 700 branches professionnelles à 250 branches professionnelles depuis 2013. Vous voyez, c'est un changement, 2013-2014, c'est un changement radical, bien antérieur à la Covid. Et du côté de la négociation d'entreprise, c'est évidemment les ordonnances travail de septembre 2017 et la loi Pénicaud. Autre faux débat, à mon avis, la grande démission que tu évoquais tout à l'heure, Patrick. Alors, aux États-Unis, les choses sont peut-être un peu différentes, mais en Europe et a fortiori en France, rien de nouveau sous le soleil. C'est vrai que le nombre de démissions augmente. C'est vrai que la qualité de l'emploi augmente aussi. Hein. Qualité de l'emploi, moi je la mesure par la proportion dans les embauches des CDI par rapport au CDD. Eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui s'observe depuis la baisse du taux de chômage en 2016, qu'on observait à d'autres périodes de baisse du taux de chômage. Avant la grande crise financière de 2008-2009, on observait exactement la même chose, une augmentation des démissions et une augmentation de la qualité des embauches mesurées par cet indicateur, vous voyez, de la part des CDI dans les embauches. Donc, de ce point de vue-là, rien de nouveau. Et je dirais que l'indicateur phare qu'on doit mettre en avant pour dire que ces débats, en tout cas que cette idée peut être rejetée concernant la France, c'est que le taux d'emploi aujourd'hui en France est à un maximum jamais observé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez, donc le refus du travail, le refus de l'emploi, etc., avec un taux d'emploi sans équivalent depuis 70 ans, c'est quelque chose d'un petit peu contradictoire. Par contre, il y a un choc, effectivement, un choc très très fort, c'est le télétravail. Le télétravail qui a des conséquences majeures dans les modes de travail, dans l'évolution de l'économie. Le télétravail, ça concernait quelques pourcents de travailleurs avant la crise Covid. Ça s'est accéléré d'une façon considérable pour des raisons de contraintes sanitaires bien évidentes durant la crise Covid. Mais on voit qu'en sortir de la crise Covid, du côté des entreprises et du côté des travailleurs, il y a une aspiration à rester à un niveau très très élevé de télétravail, 20 à 30% de travailleurs. Ça dépend comment on compte. Est-ce que c'est une photographie à un moment donné? Quel est le pourcentage des gens qui télétravaillent, ou est-ce que c'est dans une semaine ou dans un mois le nombre de personnes, la proportion de personnes qui ont télétravaillé au moins une demi-journée ou une journée. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une marche, et que cette marche, maintenant, est un fait. On semble ne pas pouvoir et vouloir, du côté des différentes parties, revenir en arrière. Alors pourquoi cet intérêt, cet appétit pour le télétravail? Eh bien, parce que beaucoup de travailleurs considèrent y gagner, et beaucoup d'entreprises considèrent y gagner. Travailleurs considèrent y gagner parce que, évidemment, le télétravail permet une meilleure conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle. Le télétravail permet d'éloigner son logement de son lieu de travail, et pour des personnes qui travaillent à Paris, évidemment, compte tenu du prix du mètre carré, par exemple, c'est quelque chose qui a un réel intérêt financier. Et on voit d'ailleurs que les télétravailleurs, quand on observe ce qu'ils font de leur temps de transport économisé, eh bien d'eux-mêmes, ils en consacrent environ un tiers à travailler. Vous voyez, l'économie de temps de transport est reversée pour un tiers approximatif, hein, c'est une moyenne bien sûr, sur le travail. Et on peut même aller plus loin. Il y a un économiste qui s'appelle Nick Bloom qui a enquêté auprès des télétravailleurs en leur disant: est-ce que vous seriez prêt à payer pour continuer à télétravailler? La réponse est très majoritairement, quasiment de façon unanime, les gens répondent oui. Et quand il va plus loin, quand il leur demande, c'est une enquête auprès de plus de 10 000 personnes, hein, quand il leur demande quel pourcentage de votre salaire vous seriez prêt à perdre pour continuer à télétravailler, eh bien la moyenne des réponses, c'est 5%. Vous voyez, c'est étonnant. Les gens, ils seraient prêts à être payés moins pour continuer à télétravailler.
c'est quand même quelque chose de stupéfiant comme résultat. Alors, il y a de la dispersion, hein, évidemment. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à ça, il y a des gens qui seraient prêts à payer 10%. Mais en moyenne, c'est 5%. Alors, du côté des entreprises, les gains, c'est des gains de performance, des gains de productivité. Bon, d'abord, si on a des salariés, des travailleurs plus satisfaits par cette meilleure conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, ils peuvent être plus productifs. Il y a d'autre part l'effet du transfert en travail d'une partie du temps économisé en transport, et puis il y a l'économie de locaux, évidemment, qui pour les entreprises peut être particulièrement intéressante quand elles sont domiciliées à des endroits où le mètre carré coûte cher. Alors, tout ceci étant dit, il faut bien voir que le meilleur bénéfice en termes de performance productive du télétravail est obtenu quand il est préparé, et très fortement préparé, j'y reviendrai, quand il est pratiqué en dehors de contraintes et en dehors évidemment, de contexte sanitaire, et puis qu'il n'y a pas télétravail ou pas télétravail, c'est pas 0 ou 1. Ce qu'on voit, et d'ailleurs c'est le résultat d'une étude que je vais publier avec Antonin Bergeau et Simon Drapala, un étudiant de PSE, ce qu'on voit, c'est que l'optimum, et pour les salariés d'ailleurs, quand on les interroge là-dessus, et pour les entreprises, c'est entre 1 et 4 jours de télétravail par semaine. C'est pas 0, mais c'est pas 5 non plus. Vous voyez ? Donc c'est quelque chose d'un petit peu complexe qu'on pourra détailler dans la discussion. Alors, beaucoup de difficultés, malgré tout, dans le recours au télétravail. Les modes de management de télétravailleurs ne sont pas les modes de management de travailleurs qui sont in situ dans l'entreprise. Ça, c'est une première chose. D'autre part, le télétravail percute le droit du travail et le code du travail en France. Pour en donner une illustration, le temps de travail effectif, ce n'est pas une définition française, d'ailleurs c'est une définition européenne, c'est le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Voilà, c'est une définition européenne du temps de travail effectif. Vous voyez bien que pour un télétravailleur, le concept de ne pas pouvoir vaquer à des occupations personnelles quand on travaille à domicile, c'est quelque chose d'un petit peu complexe. La mesure du temps de travail effectif, quelque chose qui devra s'adapter. Le droit du travail devra s'adapter à ces nouvelles modalités de travail qui sont voulues et par les personnes concernées, les travailleurs, et par les entreprises. Alors je donne cet exemple, je pourrais en donner d'autres pour lesquels le télétravail percute complètement le droit social et plus particulièrement le droit du travail. Alors, risque de contentieux aussi dans le cadre du télétravail. Risque de contentieux pour beaucoup d'entreprises. Pourquoi ? Parce que le travailleur qui mobilise pour son travail une partie de son domicile personnel peut se considérer en droit de demander une indemnisation. Avant la Covid, les travailleurs qui l'ont fait se sont fait étendre par les cours d'appel. D'ailleurs, c'est monté jusqu'en cours d'appel, en règle quasi générale, je ne connais pas de contre-exemple, et les cours d'appel, le juge disait le télétravail est volontaire. Comme il est volontaire, vous pouvez venir dans l'entreprise n'a pas à vous indemniser pour la mobilisation à des fins professionnelles d'une part de votre domicile personnel. Vous pouvez aller travailler dans l'entreprise si vous le voulez. Dans une entreprise qui a économisé des postes de travail par le télétravail, qui économise des locaux, et donc qui n'est plus dans la capacité d'accueillir simultanément tous ces travailleurs, tous ces salariés. Que signifie exactement le volontariat ? Vous voyez, il peut être individuel, mais en tout cas, tous les travailleurs simultanément ne peuvent pas revenir dans l'entreprise. Dans ce contexte-là, on ne peut pas, rejeter l'idée que le juge va modifier sa façon d'apprécier les choses. J'ai publié une analyse avec une jeune avocate sur la question très récemment. C'est quelque chose d'intéressant. Et puis, télétravail, il y a aussi le problème des inégalités. Il y a des postes qui ne sont pas télétravaillables. Il y a des postes qui sont télétravaillables dans un pays comme le nôtre, qui est épris d'une volonté, d'une fougue pour les questions d'égalité. Vous voyez, c'est un vrai problème, d'autant plus que les postes qui sont éligibles au télétravail sont plus souvent des postes bien payés, à responsabilité, à autonomie dans le travail. Et puis les postes qui ne sont pas éligibles au télétravail sont plus souvent des postes
moins bien payés, avec moins d'autonomie. Donc on a l'impression que ça peut renforcer certaines inégalités. Ça pose une réelle question dans la gestion de la cohésion interne des entreprises. Donc vous voyez beaucoup de difficultés. Je finirai cette présentation, ce propos liminaire, par une question qui me paraît importante. Quand on voit que maintenant, et les entreprises et les travailleurs trouvent un intérêt au télétravail aussi massivement, vous voyez, 20 à 30%, c'était quelques pourcents avant la crise de la Covid, on se demande pourquoi a-t-il fallu la crise Covid pour révéler un intérêt de toutes les parties, économique pour l'entreprise et puis personnel pour les travailleurs. Pourquoi est-ce qu'il a fallu cette crise pour révéler cet intérêt? Quelque chose quand même d'assez étonnant. Alors, il y a pas mal de réponses qu'on peut faire à ça. Néanmoins, c'est une vraie question. Pourquoi il nous a fallu ça? Pour qu'on se dise, mais finalement, c'est intéressant, à la fois pour les travailleurs et pour les entreprises. Gilbert, tu décris une situation qui est quand même relativement linéaire. C'est-à-dire, tu dis, il ne s'est pas passé grand-chose sur le marché du travail, à part le télétravail. Le taux d'emploi a continué à monter, l'emploi a continué à monter. Ce n'est pas les États-Unis. Il y a quand même les difficultés d'embauche. Les difficultés d'embauche dans les enquêtes en France, en Europe, sont absolument colossales. Pour les statisticiens de la salle, on est à 4 écarts types au-dessus de la moyenne des difficultés d'embauche. La Commission européenne fait ce truc. Comment est-ce qu'on explique ça? Si on est dans une évolution linéaire de l'emploi, des conditions de travail, etc., pourquoi y a-t-il cet incroyable choc sur les difficultés d'embauche? Et puis, quand on parle avec des dirigeants d'entreprise, tu sais, ils disent d'ailleurs dans les enquêtes, la première difficulté qu'ils mentionnent dans leur activité, c'est l'incapacité d'embaucher. Donc il se passe quelque chose quand même sur le marché du travail, il ne se passe pas rien. Il se passe quelque chose qui n'est pas nouveau. On l'observait en 2007, exactement de la même façon, des difficultés d'embauche du même type. On l'observait en 2019, avant la crise de la Covid, et je te renvoie au papier que Antonin et moi, et avec un autre stagiaire, on vient de sortir dans Économie et Statistique sur la question. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. En période de baisse du taux de chômage et de création d'emplois assez forte, on a bénéficié de création d'emplois assez forte en France sur les dernières années, ces difficultés d'embauche apparaissent. Ce qui est singulier en France, ce qui singularise la France, c'est que quand on regarde autour de nous, au-dessus de la palissade, on voit qu'il y a des pays qui ont des fortes difficultés d'embauche, mais on se dit c'est normal chez eux, puisqu'ils ont un taux de chômage de 3 à 3,5%, 3,5% en Allemagne, 3% aux Pays-Bas, qu'ils aient des difficultés d'embauche qui montent au plafond. On se dit c'est assez normal. On voit des pays qui ont beaucoup moins de difficultés d'embauche et des forts taux de chômage. C'est l'Espagne et l'Italie. Et puis nous, par contre, on a les deux. On a les deux. Mais on avait les deux en 2007, on avait les deux en 2019. Et là, le fait qu'on ait les deux simultanément, à la fois des difficultés d'embauche, d'une part, et un taux de chômage encore élevé, 7,4, c'est quand même pas rien du tout, 7,4%, ça signifie qu'il y a un marché du travail qui peut-être fonctionne mal, quoi qu'on en pense. Bon, c'est un peu l'objectif de réforme que les pouvoirs publics veulent aujourd'hui engager concernant l'indemnisation chômage, concernant etc. Qu'on en pense ce qu'on en veut, c'est un peu l'idée en tout cas qui est derrière. Voilà, on cumule ces deux choses et je crois qu'on est l'un des rares pays à cumuler ces deux choses, en tout cas parmi les grands pays de la zone euro, on est le seul. Bon, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Kathleen, donc on finit par toi. Et donc, que font ces chocs et en particulier le choc sur les prix de l'énergie, sur les vitesses de transition? Est-ce que les pays réagissent de la même manière ou différemment? Quelles sont les options? Alors, excusez-moi, j'ai un petit problème de... Kathleen parle depuis ce matin à Blois. Donc, un petit problème de... Bon, mais c'est pas le Covid, je vous promets. Donc, quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de carbone, disons, pour faire rapidement, sur longue période, on a l'impression d'une espèce, au niveau mondial, on a l'impression d'une montée inexorable. Donc ça augmente tout le temps au niveau mondial. Et on peut repérer sur ces courbes, on peut repérer les crises. On peut repérer par exemple la crise financière de 2008, on peut repérer la crise Covid. Bon, on voit des petits chocs négatifs, ça baisse provisoirement. Et puis il y a un rebond. Donc c'est arrivé en 2008 et c'est arrivé également après le Covid.
On a eu pendant la période Covid, une baisse très notable des émissions de carbone, et puis un rebond, et on est reparti sur la même tendance. Il y a des différences entre pays, mais au niveau mondial, c'est ça qu'on observe. Donc, de ce point de vue-là, pour répondre à ta question, c'est une vision assez pessimiste. On a l'impression, en effet, de cette montée inexorable. On a la même diagnostic si on essaye de regarder les effets sur cette courbe d'émissions de politique. Par exemple, l'accord de Paris, rien. On voit absolument rien. Voilà. Donc ça, c'est le côté négatif. Ce qu'on observe aussi, c'est que dans les crises passées, dans la crise de 2008 par exemple, on n'a pas eu le souci d'utiliser l'argent des plans de relance en fait qui ont été mis en place après cette crise pour transformer, pour accélérer la transition. Donc ça c'est très clair. Pour la crise Covid, les plans de relance, donc cet argent, cette manne publique qui a été mise sur la table à la fois en Europe et aux États-Unis, c'était une chance en fait inespérée par rapport à l'accélération de la transition. Ce dont on s'est aperçu, c'est que cette fois, les gouvernements quand même ont pris conscience de ça. Et donc, une partie non négligeable de ces sommes des plans de relance ont été en effet fléchées pour reconstruire mieux, pour accélérer la transition. Et donc ça, c'est un point extrêmement positif. Les gouvernements n'ont pas été jusqu'à mettre en place des conditionnalités écologiques dans leurs subventions, en fait, dans ces plans de relance. En particulier, par exemple, l'automobile a bénéficié de tas de subventions. On n'a pas du tout mis de conditionnalité à une transformation des moyens de production, etc. Voilà, donc une image un peu mitigée, mais pas totalement négative. La crise de l'Ukraine, la crise énergétique qu'on connaît actuellement, suite à la guerre en Ukraine, est un peu différente parce qu'elle est directement centrée sur l'énergie. Et là, on a l'impression que peut-être on va avoir une certaine convergence des objectifs, disons. Donc, le prix du gaz augmente à cause de la guerre en Ukraine. Le prix de l'électricité augmente, les prix des matières premières augmentent. En même temps, la transition énergétique, ça nécessite de se débarrasser des énergies fossiles. Donc on a l'impression qu'on pourrait là faire d'une pierre deux coups. À la fois se débarrasser des énergies fossiles et en même temps donc du gaz russe. Et puis également donc faire un pas énorme en faveur de la transition énergétique, les énergies renouvelables, etc. Le problème, c'est que on est dans un monde dans lequel les transitions sont lentes. Et se débarrasser d'un coup, comme ça, du gaz russe et des énergies fossiles, c'est juste pas possible. Il y a une persistance, en fait, des choix passés en matière d'infrastructure, en matière de moyens de production, en matière d'équipement des ménages, etc., qui fait qu'on ne peut pas se transformer d'un coup. Et donc, paradoxalement, ce qui est en train de se produire, c'est au contraire une accélération de l'utilisation des énergies fossiles dans le monde. Aux États-Unis, on relance l'exploration dans le gaz et dans le pétrole et l'exploitation. On songe même à repartir de l'exploration du gaz en mer du Nord. On réouvre les centrales à charbon. Donc l'effet au moins de court terme, espérons qu'il soit de court terme, est totalement opposé. Et bon, donc et je dis espérons qu'il soit de court terme, mais c'est pas forcément si court terme que ça, parce que pensez à ce qui va se passer quand on aura, par exemple, investi dans des unités de liquéfaction du gaz, de transport du gaz, de ports pour accueillir les bateaux pleins de gaz en Europe. Ces infrastructures seront là. On aura beaucoup de mal à décider de s'en débarrasser l'année prochaine. Il y a une espèce de persistance, évidemment, des choix de nouveau qui est importante. On aura beaucoup de mal parce que c'est beaucoup d'argent investi. Donc, on aura tendance à vouloir les garder longtemps. D'accord ? Donc, le problème est très complexe. En même temps, les États-Unis, par exemple, dans le plan de lutte contre l'inflation, mettent énormément d'argent pour investir dans les énergies renouvelables. L'Europe également a fortement l'intention d'investir fortement dans les énergies renouvelables. Donc, on a l'impression qu'on essaye de gagner sur les deux tableaux, en réalité.
Quels sont les deux tableaux? C'est le court terme et le long terme, finalement. C'est ça. Donc, ne pas sacrifier le court terme, continuer à permettre aux gens de consommer de l'électricité et d'avoir du gaz, tout en préparant le long terme. Ça conduit les hommes politiques, le monde politique, à faire des choix, par exemple, un peu bizarres. Choix très bizarre, qu'on peut considérer comme très bizarre, c'est la subvention énorme, par exemple, à l'essence qu'on a actuellement. C'est 30 centimes à la pompe pour tout le monde. Par rapport aux objectifs de la transition énergétique, c'est complètement absurde. Je ne dis pas qu'il n'aurait pas fallu donner 30 centimes aux gens qui en ont vraiment besoin, mais moi, quand je vais faire mon plein et qu'on me donne 30 centimes, ça m'énerve, pour être un peu... pour dire les choses de façon un peu brutale. Donc, cette crise peut conduire à des choses positives en matière de transition énergétique à long terme, quand on aura accéléré le déploiement des renouvelables, etc. Mais ma crainte, c'est qu'on les gère de telle sorte qu'elles nous mettent dans des impasses de court moyen terme, disons. Voilà. Alors, il y a une espèce de proverbe ou un slogan américain qui dit « Never waste a good crisis ». Ne jamais gaspiller une bonne crise. Donc voilà, est-ce qu'on est en train de gaspiller une bonne crise en faisant des mauvais choix à court terme, mauvais choix pour préparer le court terme? J'ai pas la réponse, c'est assez difficile, c'est un sujet de débat, mais c'est ça que je voulais souligner là, maintenant pour vous. Si on veut faire la transition, il y a deux façons. Il y a utiliser massivement le signal prix. Ça serait mettre un prix du carbone très élevé. On a quelques collègues qui suggèrent que ce serait un prix 4 fois, 5 fois plus élevé dès aujourd'hui que le prix du carbone de marché. Et puis, il y a renoncer à utiliser le signal prix parce que c'est trop impopulaire et utiliser uniquement des réglementations. On fait un peu un mix des deux, c'est-à-dire qu'on met un prix du carbone intermédiaire et puis on met plein de réglementations sur la voiture, l'avion. Enfin. Mais dans l'idéal, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce qu'il faut mettre un prix très élevé du carbone et se passer le plus possible des réglementations parce que c'est plus propre, c'est plus homogène? Ou est-ce que les contraintes sociales font que de toute façon, on aura essentiellement la transition par les réglementations? Alors, avant de répondre à ça, je voudrais vous faire imaginer la situation qui serait la nôtre aujourd'hui si le prix du gaz, au niveau auquel il est aujourd'hui, ainsi que le prix de l'essence et le prix du charbon, avait été dû à une taxe carbone. Donc, le même prix du gaz aujourd'hui, sauf que, au lieu que ce soit imposé par Poutine, ça aurait été la politique économique européenne, américaine, mondiale, qui aurait fait monter le prix de ces énergies par la taxe. Évidemment, ce serait beaucoup mieux. On aurait l'argent, nous. Et avec cet argent, on aurait pu investir dans les énergies renouvelables et compenser les gens qui perdent et faire des tas de choses, évidemment. Bon. Donc ça, c'est un monde idéal. Ça ne sert à rien de vous dire ça, mais bon, c'est quand même... je voulais l'évoquer. Alors, sur réglementation ou subvention versus taxe, bon, si on regarde le plan américain, par exemple, il n'y a pas de taxe du tout. C'est uniquement à base de subventions, subventionner les énergies renouvelables. Donc, pour eux, taxe, c'est un gros mot. Donc, bon... Donc on comprend qu'ils n'ont pas fait volte-face comme ça du jour au lendemain. En Europe, c'est plus... En Europe, il y a plus d'espoir parce que dans le plan européen, dans le plan Fit for 55 par exemple, c'est assez ambitieux au point de vue signal-prix. Donc je pense qu'on a besoin des deux. Les activités dont on ne veut pas du tout, pourquoi se priver de les éliminer par la réglementation? Après tout, il n'y a pas de raison. On a besoin des deux, mais je crois que se priver du signal-prix, c'est vraiment se priver d'un outil très très puissant, quoi. Voilà. Je vous propose d'ouvrir la discussion avec vous et ça nous donnera l'occasion, nous, de revenir sur les points qui nous paraissent importants et sur ce que nous souhaitons ajouter à notre première intervention. Y a-t-il des questions dans la salle? Je crois que... Monsieur, vraiment. Ça fonctionne. Oui, vous parliez d'outils signal-prix, mais cet hiver, ça peut être un signal, pas d'énergie, pas de chauffage. Et c'est peut-être encore plus fort, quelque part, que les outils économiques. C'est peut-être à court terme, mais
comme effectivement, en tout cas au niveau du pétrole, on n'est pas loin du peak oil, on va bientôt en avoir de moins en moins, même si on en trouve de plus en plus ou de plus en plus cher. Donc le signal prix peut être passé soit parce qu'on monte le prix, mais aussi parce que la rareté va venir. Et puis la rareté veut dire que si on peut plus se le payer, on aura plus froid, on pourra moins faire de choses. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça, en fait? Sur la rareté absolue des énergies fossiles, je pense que c'est un faux débat. Quand on regarde le montant de réserve, le montant de tout ce qu'on a comme énergie fossile dans le sous-sol, le charbon, le gaz et le pétrole, et qu'on compare ça avec ce qu'on pourrait extraire et brûler pour avoir une chance de conserver une augmentation de la température pas trop forte, on voit que c'est incommensurable en fait. On en a 5 fois trop. Donc, en particulier du charbon, on en a des tonnes. Il n'y a pas de rareté sur le charbon. Sur le pétrole, c'est un petit peu différent. Donc, par contre, à court terme, le fait que les prix sont très élevés et que ça va poser des problèmes à des gens pour se chauffer et pour se déplacer, ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense que simplement, une bonne politique, ce serait au lieu de subventionner l'achat du pétrole pour tout le monde, ce serait de cibler les aides sur les gens qui en ont vraiment besoin. Voilà. D'autres questions? Et surtout, mes camarades, n'hésitez pas à répondre à tour de rôle. Bonsoir, ce serait une question qui recouperait un peu l'ensemble des interventions. Dans quelle mesure pourrions-nous supposer que les salaires finiraient par suivre la courbe d'inflation, sachant que c'est principalement une inflation importée, et donc les recettes supplémentaires partent à travers les importations d'énergie? Alors, les salaires commencent à frémir un peu. Alors, il y a une baisse de salaire réel, évidemment. Quand on voit les négociations, le résultat des négociations sur 4 trimestres, à la fin du 2e trimestre, on voit que l'évolution du salaire mensuel de base, l'évolution du salaire horaire de base des ouvriers et des employés, sur un rythme, là, au 2e trimestre, et sur un rythme de 3 à 4% qu'on n'avait jamais vu en nominal, qu'on n'avait jamais vu depuis une dizaine d'années. C'est évidemment nouveau, plus élevé, mais c'est inférieur à l'inflation, ce qui signifie qu'il y a une baisse de pouvoir d'achat. Néanmoins, il ne faut pas désespérer, si j'ose dire, de certaines difficultés. En France, on a des institutions très particulières. Et on est l'un des rares pays au monde dans lequel on a un dynamisme du salaire minimum qui est très fort. Sur 28 pays de l'OCDE, parmi les 39 pays de l'OCDE, sur les 28 qui ont un salaire minimum, il n'y en a que 4 dans lesquels il y a des clauses d'indexation automatique, 4 ou 5. Ça dépend si on compte Luxembourg, mais ils veulent enlever leur indexation automatique. Bon. Il y en a 4 ou 5 qui ne sont pas des pays, des benchmarks concernant l'équilibre du marché du travail. Et parmi ces 4 ou 5, il y a la France, et avec un mécanisme d'indexation hyper contraignant, hyper dynamique. Pour vous donner un chiffre, sur les 12 derniers mois et demi, parce que c'est je prends la réévaluation du 1er octobre 2021, sur les 12 mois et demi qui précèdent, le SMIC a augmenté de façon automatique, sans aucun coup de pouce, de 8%. 8%. Je vous interroge ici, il y a peu de gens qui ont un salaire qui a augmenté de 8%, j'imagine. 8%. Et bien sûr, l'augmentation du SMIC pousse les minima de branche, et d'ailleurs le gouvernement fait tout pour. L'article 7 de la loi de pouvoir d'achat a tout fait pour inciter davantage, en sortant la bombe atomique, d'une fusion des branches qui serait récalcitrante. Donc on fait tout pour que les minima de branche se mettent à ce niveau-là, et donc pour que ça se reporte sur une partie de l'éventail des salaires. Alors est-ce que ça se reportera complètement? On aura les chiffres du 3e trimestre dans assez peu de temps, à la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre. Mais on peut être un tout petit peu inquiet pour un pays comme la France. Pourquoi? Parce que la crise qu'on connaît, on paye plus cher ce qu'on importe, l'énergie en particulier. Si je vous prends de l'argent dans votre poche, vous avez moins d'argent à dépenser. C'est clair, il faut bien que quelqu'un paye. Et les pouvoirs publics, ce qu'ils peuvent décider, c'est quelle génération paye. Est-ce que c'est la génération actuelle ou est-ce que c'est nos enfants? Et puis parmi les gens qui payent maintenant, est-ce que c'est les gens aisés ou est-ce que c'est les gens moins aisés? Ce qu'on voit, c'est que les prestations sociales sont complètement indexées.
Un point d'inflation, c'est 6 milliards de dépenses publiques en plus, d'une part. Et deuxièmement, les salaires. En bas de la hiérarchie, les salaires sont complètement indexés, et même indexés sur un indice de prix qui est plus dynamique que l'indice de prix moyen. Et donc, sur qui les taux se resserrent, en quelque sorte, eh bien, sur les salaires moyens et supérieurs, qui, de toute façon, devront absorber la détérioration des termes de l'échange. Je rappelle que l'interdiction de l'indexation des salaires sur les prix a été décidée en 1983 par un gouvernement de gauche, de Pierre Mauroy, dans le premier quinquennat de François Mitterrand, avec Jacques Delors comme ministre de l'économie et des finances. C'est ce gouvernement-là qui, pour éviter qu'on aille dans le mur, a, par la loi, interdit l'indexation des salaires sur les prix pour que, quand il y ait détérioration des termes de l'échange, eh bien, on accepte une baisse de pouvoir d'achat. Et la baisse de pouvoir d'achat a été assez forte, moins 2,7% sur les 2 années, 83 et 84, réunies. Pour l'instant, on n'en a pas eu. Et en 2021, on n'en aura pas. Donc sur les 7 dernières années, on n'en a pas eu, sauf 0,3 points de baisse de pouvoir d'achat en 2020, quand le PIB implose de 7,8%. Et c'est quelque chose de très très faible. Peut-être un petit complément sur cette question, et après je passerai à mes camarades. Il y a une très grande différence entre l'Europe et les États-Unis, c'est que les États-Unis produisent leur énergie. Donc quand il y a une hausse du prix du pétrole, il n'y a pas de perte de pouvoir d'achat à partager entre les Américains. Alors il y a des transferts, les compagnies pétrolières gagnent plus d'argent et leurs salariés aussi, et les consommateurs perdent, mais ça se passe entre Américains, et il n'y a aucune perte de pouvoir d'achat collectif. Nous, en Europe, on importe notre pétrole. Donc, quand le prix du pétrole et du gaz augmente, on a une perte de pouvoir d'achat. Et nous avons la question de la partager. Et le choix qui est à faire, c'est de la partager in fine entre les ménages et les entreprises. Parce que l'État, de toute façon, refacturera. Ça n'attend pas la génération suivante. On dit la génération suivante, mais en général, c'est 3 ans plus tard. Et donc, le choix, c'est est-ce que nous faisons porter collectivement la perte de pouvoir d'achat aux ménages ou aux entreprises? Je crois que c'est ça qui est extrêmement important. En France, on s'oriente vers la faire porter sur les entreprises. Pour toutes les... La dette aussi. Oui, mais la dette... c'est les ménages plus tard. Oui, c'est les ménages plus tard. Quand le PLF nous dit, PLF de l'année 2023 nous dit, le gouvernement a décidé de mettre sur la table 45 milliards pour le bouclier tarifaire. Non. 45 milliards, il faut avoir des ordres de grandeur. C'est le budget du ministère de la Défense, 45 milliards. C'est 10 budgets du CNRS. Gilbert, 10 budgets du CNRS. Mais l'État est un agent économique qui soit fait faillite, soit rembourse ses dettes. Donc à la fin, ce sont les ménages ou les entreprises qui paieront dans le futur. Voilà. Et donc je voulais juste dire ça, c'est que nous avons malheureusement... Et donc ce qui compte quand vous regardez... C'est un peu technique, mais ce qui compte, c'est en Europe ou en France, ce n'est pas le prix de la consommation. Ce qui compte, c'est le prix de vente des entreprises, qui s'appelle le prix du produit intérieur brut. Le prix du produit intérieur brut, il n'augmente que de 3% en ce moment en France. Ce qui veut dire que les entreprises, si elles augmentent les salaires de plus de 3%, vont perdre du revenu, vont perdre des marges. Et ça, c'est une contrainte extrêmement forte qui est parfois mal connue. Donc, il y a forcément, nous avons perdu la hausse du prix de l'énergie que nous importons. Nous l'avons perdu collectivement. Et il va falloir décider qui va payer in fine la facture. Sur ce point, André. Alors, je me retourne vers la salle. Je vais essayer d'être clair parce que c'est le genre de situation où je suis jamais très à l'aise. Mais déjà, tout d'abord, je voulais vous remercier pour la qualité de vos interventions. Aussi, je souhaitais revenir sur... Enfin, c'est une question qui mélange un petit peu subjectivité... Enfin, c'est toujours subjectif. Ah, d'accord. Là, est-ce que c'est mieux? Ok. En fait, je voulais revenir un petit peu... Enfin, c'est un peu un sentiment. C'est-à-dire, en fait, quand j'entends les économistes... Enfin, voilà, j'étais là tout à l'heure pour l'intervention de 14h. Tous les jours, j'entends sur France Culture plein d'interventions. De la part voilà, c'est tout un discours d'économistes qui se veut rationaliste, qui essaye d'analyser. Voilà, on a entendu beaucoup de chiffres, tout ça. Je trouve que c'est ultra intéressant pour rester humble vis-à-vis de la complexité du monde. Néanmoins, je trouve que c'est aussi ultra anxiogène, dans le sens où, en fin de compte, on se sent vraiment tout petit. Et en fait, on se dit, bon, j'ai des valeurs, et en fait, j'ai du mal à voir comment je peux essayer de rendre le monde meilleur. Aussi, justement, la question, elle est là, c'est...
je sais aussi que tous les penseurs et théoriciens de l'économie, ils mettaient aussi une part très très importante de la morale dans leur théorie et pour faire en sorte que la société soit juste. Aussi, quand j'entends par exemple une personne comme Jean Covici qui, lorsqu'il est invité, justement pose la question à Madame de Malherbe, combien de personnes on a le droit de tuer dans notre vie, sachant que c'est une question qu'on ne se pose jamais, simplement parce que c'est quelque chose qui est interdit. Est-ce que ça ne pousse pas à reconsidérer des interventions qu'on a pu entendre comme tout à l'heure, où finalement on se demandait comment on relocalise nos industries, sachant qu'il y a des choses qu'on ne pourrait tout simplement pas accepter dans le pays parce que la juridiction européenne ne l'accepte pas. Voilà, c'est ça. En fait, c'est la question que j'essaie de poser, c'est comment nous, occidentaux, en fait, on se permet d'avoir des réflexions très rationnelles, très portées sur l'action du terrain, sachant qu'il y a des choses qu'on n'accepterait pas nous-mêmes dans notre pays. C'est une discussion qu'on avait avec Nicolas Dufourcq tout à l'heure. La question étant, pourquoi a-t-on désindustrialisé la France? Et la réponse étant en partie parce que nous avons fait fabriquer ailleurs ce que nous n'acceptions pas de fabriquer ici. Et ça, on sait que c'est vrai. Je crois qu'on importe autant de CO2 qu'on en émet. Je crois que c'est ça le chiffre, à peu près. Et donc nous consommons le double du CO2 que nous produisons. Faites-nous la grâce de penser que nous le savons et nous l'intégrons dans nos raisonnements. Qui veut intervenir sur ça? Peut-être moi je peux revenir un peu d'un mot. Quand je parlais de relocalisation tout à l'heure, effectivement, je commençais par dire, au fond, tout le monde veut les relocalisations. Le problème, c'est que c'est pas simple en pratique pour pas mal de raisons. Une première raison, c'est que c'est pas l'État qui décide où est-ce qu'on localise la production. Et s'il se met à essayer de le décider, en fait, il s'aperçoit vite des limites de cette démarche. C'est-à-dire que où est-ce qu'on s'arrête, on commence à décider pour une partie, et d'où après la question suivante, c'est que si on se dit, et comme on l'a fait à juste titre, je pense après la crise, on va établir des priorités. Il y a des domaines qui sont vraiment stratégiques. Là, on veut relocaliser, même si c'est problématique, même si c'est cher, etc. Donc la santé, on le faisait déjà. C'est quand même un raisonnement qu'on avait déjà depuis longtemps pour la défense, pour l'alimentation, pour l'énergie aussi, quand même, en grande partie. Bon, si on fait ce choix-là, ça coûte cher. Donc, il y a la question qu'on vient de poser, au fond, que Gisbert vient de discuter, à la fin, qui prend l'addition? Et cet affaiblissement de l'industrie depuis 30 ans, c'est aussi une question de choix. C'est-à-dire, ça a été aussi une question de la priorité donnée souvent aux consommateurs sur le producteur. Et le consommateur, je veux dire, en soi, c'est loin d'être ni malin, ni mauvais moralement. C'est aussi une façon de prendre en compte les besoins et d'augmentation de pouvoir d'achat, enfin les besoins de la population. Donc c'est pas une décision bête en soi, indéfendable, disons, mais il y a ce genre de conséquences. Voilà. Ensuite, vous posez la question au fond de toutes ces questions de savoir comment est-ce qu'on gère les conséquences indirectes de nos décisions dans les pays tiers. C'est extrêmement difficile. Et là, il faut bien se rendre compte qu'on a facilement tendance à développer dans nos pays un discours un peu justement sur ce qui serait optimal au niveau mondial, ce que devraient faire les pays en développement. Et il faut faire preuve d'un peu d'empathie par rapport à eux et essayer de voir comment eux le vivent. Dans beaucoup de cas, ils le vivent comme un discours néocolonialiste en disant « mais écoutez, nous, c'est à nous de prendre nos décisions et on sait bien et on a bien l'intention de décider ce qu'on souhaite ou pas ». Donc il y a une limite difficile il y a un équilibre, disons, difficile à trouver. Entre le fait de dire, et souvent d'ailleurs avec des arrière-pensées, parce que par exemple, les États-Unis sont extrêmement, mais nous aussi, mais dans une moindre mesure, insistent énormément sur l'aspect social de leur politique commerciale. Pourquoi? Souvent parce que, en fait, derrière, il y a des gens qui savent que c'est leur intérêt aussi d'imposer des barrières finalement de mettre la barre très haut pour les conditions sociales, de rémunération, de syndicalisation dans les pays avec qui ils commercent, sachant très bien que très souvent, en fait, ils vont pas arriver à passer cette barre, ou en tout cas, ils vont pas pouvoir vendre autant s'ils s'imposent ces conditions.
Donc voilà, il y a un équilibre difficile à trouver où souvent, je pense qu'on est tout à fait légitime à dire il y a des minima qui sont avec, on refuse au fond de commercer ou en tout cas de donner des avantages à des gens qui respectent pas un certain nombre de critères qu'on pose comme absolument incontournables, justement moralement nécessaires, hein, la lutte contre le travail forcé, contre le travail des enfants, etc. Puis après, il y a d'autres politiques qu'on essaie de mettre en place. Donc, je parlais d'ajustement sur le carbone. Mais ça, là aussi, c'est extrêmement délicat. C'est-à-dire que si nous, aujourd'hui, on dit on a la raison pour nous, donc on va imposer tout ce qui est polluant et qui rentre en Europe, mais il ne faut pas se leurrer. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner des pays qui, en face, disons, vous faites ça, c'est du protectionnisme. Nous, on va mettre nos mesures de protection également. Qu'est-ce qu'on a à la fin? En fait, on rend impossible la coopération alors qu'elle est indispensable justement pour trouver une solution à ces problèmes. Donc, d'où la nécessité d'essayer de trouver, disons, des politiques qui soient effectivement, qui mettent des incitations, qui mettent la pression, pour faire simple, sur nos partenaires, mais qui soient acceptables par eux. Et enfin, voilà, je pense que c'est souvent ça quand même qu'on essaie de faire, notamment dans ce domaine. Une question sur le marché du travail. J'ai bien entendu tout ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à l'ensemble des éléments. Vous avez abordé le sujet essentiellement sur des raisons, enfin sur une approche qui est une approche statistique, par les chiffres, etc. Or, il y a aussi une problématique qui est une problématique justement de recherche de salariés par les entreprises qui a tout à fait été exprimée. Mais aujourd'hui, justement, la problématique que l'on a n'est-elle pas l'inadéquation des compétences des personnes disponibles versus les besoins des entreprises, rajoutés avec aussi l'attente sociale, c'est-à-dire avoir un job qui a du sens? La chose que j'entends le plus souvent des Bac+5, c'est « je n'ai pas fait 5 ans de travail pour remplir des tableaux Excel ». Oui, sur les difficultés de recrutement, je renvoie là au papier qui vient de sortir, qui est sorti il y a 2 jours, hein, qui fait un peu le tour de la littérature et de ce que les chiffres révèlent, hein, avec prudence bien sûr. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 types de difficultés de recrutement. Il y a des manques de travailleurs très qualifiés sur certains jobs très qualifiés. Et là, ça témoigne d'un échec des pouvoirs publics dans leur rôle pour gérer le système éducatif, un échec des partenaires sociaux qui ont quand même la main sur la formation professionnelle, hein, faut quand même le dire. Donc c'est un échec partagé. Et d'ailleurs, cet échec, on l'observe également dans des professions qui ressortent des branches les plus structurées, comme la métallurgie, hein, le fameux soudeur dans l'industrie navale qui manque. Ça fait 10 ans qu'il manque. Donc on se dit quand même, il y a un petit quelque chose. Et là, les partenaires sociaux sont évidemment... Et puis, la grosse masse des difficultés de recrutement n'est pas là. Quantitativement, la grosse masse des difficultés de recrutement, c'est pour des jobs peu qualifiés. Et les HCR, les hôtels, cafés, restaurants, la construction sont là pour le montrer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut forcer les gens à y aller. Il y a un débat qu'il faut avoir. Il peut y avoir des multiples causes à ces difficultés de recrutement qui coexistent avec un taux de chômage élevé, bien entendu. Et encore une fois, rien de nouveau sous le soleil. On l'avait observé juste avant la grande crise financière et on l'observait avant la Covid, l'année 2019. Simplement, ça mène à se dire il faut que les branches fassent un boulot sur l'attractivité. Et l'attractivité des jobs, c'est pas simplement du salaire, c'est aussi des conditions de travail, ces choses comme ça. Dire à quelqu'un dans les hôtels, cafés, restaurants, bien toi, 6 soirs par semaine, tu ne pourras pas voir ton conjoint, tes amis, tes enfants, etc., parce que tu seras de service. Peut-être qu'en 2022, c'est inadapté. Alors, la Covid, d'ailleurs, a pu jouer un petit rôle. Hein. Le confinement a peut-être amené les gens à se dire c'est pas mal quand même, quelquefois, de voir ses enfants ou de voir son conjoint. Mais en tout cas, il n'y a pas que le salaire. Et il y a des branches d'activité professionnelle, je pense au HCR, justement, qui réfléchissent à comment inventer des modes d'organisation du travail qui permettent de garantir non pas un seul soir par semaine, mais 2 ou 3 soirs par semaine à la main-d'œuvre concernée. L'attractivité, c'est aussi ça. Vous voyez, c'est aussi ça.
Donc c'est une réflexion en cours qui a été dynamisée par les difficultés de recrutement, comme ça l'avait été en 2006-2007, et comme ça l'était, ça commençait à l'être en 2019. Juste une toute petite chose, souligner ce mouvement dans les jeunes très très diplômés. Ben, vous avez dû voir ça dans les jeunes très très diplômés qui veulent plus aller travailler chez Total ou qui effectivement. Je ne sais pas ce que ça va donner sur le long terme. Je ne sais pas non plus quelle est l'ampleur réelle du phénomène, parce que quand on voit dans les journaux, si ça se trouve, c'est juste quelques personnes. Je n'ai pas idée de ça. Mais je trouve ça intéressant, peut-être comme signe d'un début de changement de normes sociales, donc dans ce que veulent ces gens très éduqués. C'est voilà, c'est juste ce que je voulais... Et pour revenir au point que traitait André avant, c'est extrêmement important pour les perspectives de macroéconomie, puisque si on a ce changement de normes sociales, de goût, ça va être extrêmement inflationniste. C'est-à-dire que les entreprises de la restauration, par exemple, elles vont devoir passer à 4 jours par semaine, et donc elles devront embaucher plus de gens. Et donc ça, c'est un retournement du pouvoir de négociation sur le marché du travail extrêmement fort, et ça aura des implications macroéconomiques extrêmement fortes. Mademoiselle, je croyais... Merci. D'abord, merci à tous pour ces interventions très intéressantes. Moi, j'avais une question, en fait, sur la question de la perte de compétitivité de l'Europe en lien avec la hausse des coûts de l'énergie. Et ma question, c'était peut-être d'essayer d'y voir un peu plus clair sur à quel horizon temporel est-ce qu'on pourrait voir des délocalisations liées à ce coût de l'énergie. Enfin, quel scénario se dessine là-dedans, parce que j'imagine qu'il y a quand même une certaine inertie dans les industries qui sont implantées. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir venir en lien avec cette problématique-là? Je peux dire un mot peut-être déjà et puis après te laisser compléter. Malheureusement, ça va très vite. C'est-à-dire que à fermer une usine, c'est très rapide. Et on a déjà une grande partie du secteur électro-intensif qui ferme parce que produire, c'est perdre de l'argent pour eux et c'est parfois beaucoup d'argent. On a des grandes entreprises qui ont des unités de production en Europe et aux États-Unis, notamment aux États-Unis, parce que c'est là aujourd'hui où il y a vraiment une sorte d'aubaine en termes de prix de l'énergie, qui peuvent arbitrer au bénéfice de leur production aux États-Unis. Bon, donc il y a des éléments qui peuvent aller assez vite, voilà. Mais vous avez raison de dire, tout à fait raison de souligner que après il y a des phénomènes structurels qui prennent plus longtemps. Et comme je le disais tout à l'heure, en plus on ne sait pas très bien comment tout ça va évoluer à terme. C'est difficile de faire une prospective de ce marché de l'énergie, mais enfin on a le sentiment quand même que structurellement il va y avoir un prix de l'énergie élevé en Europe pour quand même un certain temps. Alors, la deuxième chose que je veux souligner, c'est que toute l'industrie n'est pas électro-intensive quand même. Hein, donc, il faut pas. C'est pas non plus la fin du monde ou la fin de l'industrie en Europe comme ça du jour au lendemain. On estime que, la partie de l'industrie qui est vraiment très fortement consommatrice d'énergie, c'est à peu près le 6e du total. Alors qu'après, ça dépend des mix, mais il y a, je veux dire, quand on fait de l'aluminium, on dit parfois c'est de l'énergie en barre parce que c'est extrêmement intensif. D'ailleurs, c'est pour ça que la Russie produit pas mal d'aluminium parce qu'avec de l'énergie hydraulique pour le coup. D'ailleurs, leur aluminium pour le coup en Russie est très propre. Que la Chine en produit beaucoup, mais elle avec du charbon, et celui-là, il est très sale. Donc, voilà, il y a des secteurs comme ça, là, c'est clair que l'énergie est un facteur radical. Bon, il y en a beaucoup d'autres où c'est quand même extrêmement technique et où là, les structures de coûts sont différentes. On a bien, enfin, je pense qu'on est vraiment à un tournant, là. Kathleen a bien dit tout à l'heure, on a vraiment une tension très forte à gérer entre la nécessité d'accompagner le court terme et puis la nécessité de faire notre évolution, sachant que dans la situation où on ne produit pas, on n'a pas d'énergie, enfin de ressources carbonées d'énergie en Europe, à part le charbon quand même, dont on sait qu'il faut sortir. Au fond, on est placé dans une situation où si on y arrivait, on pourrait y gagner. Mais c'est à terme. Mais c'est extraordinairement difficile. Et deuxième chose, on parle de relocalisation. On veut tous relocaliser. Mais qu'est-ce qui s'est passé récemment, y compris depuis la Covid? Grand dynamisme des exportations chinoises. Et cette année, nos importations de panneaux solaires en provenance de Chine sont 2,5 fois plus élevées que l'an dernier.
Donc, même cette révolution elle-même, elle dépend, en tout cas en l'état actuel des choses, de la capacité productive de la Chine. Voilà. J'ai pas vraiment de réponse après. Peut-être que je vous frustre en ne répondant pas mieux à cette question de savoir à quelle vitesse. Bon, je pense que c'est pas fait non plus. Il faut aussi préciser que la réponse à la politique publique joue un grand rôle là-dedans. Hein. Donc, alors, on a dit les TPE, les très petites entreprises sont couvertes par le bouclier tarifaire. Donc ça, c'est une forte protection quand même. Enfin, c'est vraiment les petites entreprises, c'est en dessous de 2 millions de chiffre d'affaires, si je me rappelle bien. Il y a des mesures d'accompagnement, mais elles sont plafonnées pour le coup par rapport à un certain nombre d'entreprises. Il y a aussi des grands groupes qui arrivent à se couvrir. Voilà, donc c'est un tableau assez complexe. Moi, pour l'instant, j'ai pas le sentiment de savoir bien comment ce choc va se répercuter, à quelle vitesse, sur qui, etc. Si tu regardes en grande masse, hein, les entreprises françaises consacraient 4% de leur chiffre d'affaires à acheter de l'énergie. Et ce chiffre est multiplié par 4, en gros, hein, compte tenu de toutes les couvertures. Donc, en fait, c'est un choc de 12% du chiffre d'affaires. Hein, c'est quand même tout à fait considérable. Et donc, effectivement, moi, je confirme, là, je prends ma casquette de banquier, les grands groupes s'en vont. Les grands groupes s'en vont pour la partie de leur consommation d'énergie qui n'est pas couverte. Ils ont des couvertures, certains d'entre eux, jusqu'à fin 2023. Donc, mais la partie non couverte de la consommation d'énergie, les grands groupes délocalisent. Les PME, les entreprises moyennes n'ont pas beaucoup d'opportunités de délocaliser. Et là, on voit que ça se gère plutôt par la fermeture de la capacité. Hein. Donc moi, je suis assez inquiet. Hein. Et alors, en fait, après, il faut se demander à quel niveau ça se raccorde. C'est-à-dire, sortie de la crise russe, on sait que dans 3-4 ans, on aura complètement remplacé le gaz russe. Donc il n'y aura plus d'effet prix sur l'électricité européenne du gaz russe, mais on va rentrer dans ce qu'on discutait déjà avant, c'est-à-dire une transition énergétique qui est plus rapide en Europe qu'aux États-Unis. Et moi, je suis assez inquiet de ce que je vois aux États-Unis, qui est une marche en arrière. Alors évidemment, il y a le plan Biden sur les énergies renouvelables, mais c'est tout petit, c'est 0,2 points de PIB par an. Et à côté de ça, les grands investisseurs institutionnels réinvestissent dans le charbon, le pétrole, le gaz de schiste. On rouvre les mines de schiste bitumineux au Canada, on va rouvrir l'Arctique, etc. Et donc il y a un mouvement de retour en arrière aux États-Unis, pas en Chine, mais aux États-Unis, qui est extrêmement inquiétant. Et donc on se trouve en position d'avoir un concurrent majeur de l'Europe sur l'industrie qui va pas jouer le jeu sur la transition, je trouve. Oui, alors est-ce que vous avez d'autres questions? Il nous reste du temps pour 2 questions. Bonsoir et merci de la qualité effectivement du débat. La thématique des rendez-vous de l'histoire, c'est la mer. On n'a pas parlé d'eau. On n'a pas parlé d'eau parce que un des éléments nouveaux que l'on a constaté depuis quelques mois, c'est effectivement une rareté ou une hétérogénéité de la ressource eau. Quelle incidence sur la transition énergétique? Il me semble que le poids de production de l'énergie hydroélectrique, c'est 17%, que le nucléaire pèse lourd, et que si on a moins d'eau, c'est quand même problématique, ou une quantité d'eau. Ça conditionne aussi l'industrie, puisque quand on a une industrie énergétique, il faut généralement refroidir. Donc, comme la thématique, c'est la mer, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur l'impact de l'eau, qui est un... Il n'y a pas moins d'eau par construction, elle est disposée différemment. Et puis il y a des pays qui sont effectivement très bien placés. Vous savez que la Suisse produit 80% de son électricité avec de l'hydraulique. Hein. Donc, et ça, c'est... Oui, nous sommes d'accord avec votre point. Enfin, je veux dire, ça pose un problème, enfin, si on reste dans le champ de cette conférence, ça pose un problème de ressources en eau, de rareté de la ressource en eau. Il y a des pays, par exemple le Canada, qui vont avoir beaucoup plus d'eau encore qu'aujourd'hui. Il y a des pays, le sud des États-Unis, le Mexique, le sud de l'Europe, etc., qui vont avoir beaucoup moins d'eau qu'aujourd'hui. Oui, nous savons ça. Je ne sais pas si mes petits camarades... Et là,
comme on ne peut pas faire ce que font les Chinois, c'est-à-dire conduire de l'eau sur 3000 km pour qu'il y ait de l'eau à Pékin en piquant l'eau dans les fleuves du Sud, c'est une ressource qui restera locale en Europe et ça va poser je suis d'accord avec vous, ça pose un très grand problème, mais c'est des problèmes qui dans l'agriculture, enfin... Non, juste un mot de façon plus générale, ça pose toute la question de l'adaptation. Quand on n'a pas parlé, effectivement, il va falloir qu'on s'adapte, en particulier à exactement ce que vous avez dit, mais il y a d'autres choses sur lesquelles il va falloir qu'on s'adapte. Il va falloir qu'on apprenne à vivre dans un monde différent, dans un monde qui sera plus chaud en France et où il y aura moins d'eau disponible ou différemment. Et ça, il faut le préparer. On n'est pas très bon pour ça, encore. Et il faut le préparer dans beaucoup de dimensions. Donc l'agriculture, la production d'énergie, en effet, et plein d'autres, les transports et plein d'autres domaines. Donc là, vous avez tout à fait raison. Sachant que même en France, la quantité d'eau sur l'année, si vous savez le dernier rapport du GIEC, la quantité d'eau sur l'année n'est pas très différente. Le problème, c'est qu'elle est répartie. On évolue vers une saison humide et une saison sèche, quoi, je dirais, comme les pays d'Asie du Sud. Et donc, il va falloir s'adapter à ça et à pas avoir de l'eau tout le temps. Comme ça. Une dernière question? Non. Ah oui, nous voyons très mal le fond. Ouais, je suis tout au fond. Je suis là. Je voudrais rebondir sur notamment les panneaux photovoltaïques, puisque un des seuls moyens de pouvoir concurrencer les Chinois qui arrivent à les produire moins cher, c'est l'innovation. C'est toujours avoir un coup d'avance sur ces pays. Par rapport à la question de l'écologie et des énergies renouvelables, un des moyens pour trouver, par exemple, des nouvelles énergies, pour pouvoir avancer sur l'hydrogène liquide, c'est l'innovation. Et puis, ce que j'entendais sur les crises de recrutement, c'est qu'en particulier, il y avait une crise de recrutement des talents, et en particulier scientifiques. Évidemment, j'ai une pensée pour la crise des vocations scientifiques, pour le recul de l'enseignement des sciences dans nos écoles, dans nos lycées. Est-ce que vous pensez qu'il y a une prise de conscience gouvernementale sur le fait qu'on a besoin d'une révolution scientifique dans le pays? Comme mes camarades surtout gardent tous leurs chaussures, alors, une prise de conscience, oui, mais il y a un retard considérable, je crois. D'ailleurs, tous ceux qui travaillent sur les problèmes de compétences et d'éducation ont un peu le même jugement. C'est-à-dire que la France a fait la grave erreur de, finalement, laisser les métiers de l'éducation passer dans les mains, je sais pas les autres, passer au littéraire. Hein. Il y a plus de 80% dans les recrutements de professeurs des collèges ou de professeurs des écoles qui sont des formations littéraires. Et le résultat, c'est que vous êtes littéraire, vous aimez enseigner les lettres et vous enseignez davantage les lettres. Et au résultat des courses, il n'y a que 20% des jeunes Français qui ont un diplôme scientifique. Et là-dedans, il y a la médecine qui fait la moitié des diplômes. Donc hors médecine, ça fait 10% des diplômes qui sont scientifiques, alors qu'il y a plus de 40% de diplômes scientifiques en Allemagne, par exemple. Et donc vous avez parfaitement raison, c'est quelque chose qu'on discute énormément dans les milieux du gouvernement, c'est que le redressement industriel ou le redressement dans l'innovation de la France, il va passer par un développement des formations scientifiques et au départ, il va passer par le fait de ramener des scientifiques dans les métiers de l'éducation. Parce que si on a une éducation sans scientifique, on n'y arrivera pas. Hein. Mais je crois que tout le monde est conscient de ça. Le problème, c'est que ça fait 30 ans qu'on ne fait rien, quoi, je veux dire, hein, et on se saisit de ce dossier tout à fait récemment. Alors, et au départ, ça passe évidemment par un problème de rémunération. Si vous êtes un jeune avec une maîtrise de physique quantique ou une maîtrise de maths, vous allez bosser dans une start-up et vous allez gagner 15 fois plus qu'à l'éducation nationale. Donc ça pose un petit problème énormément d'attraction et d'attirance des métiers de l'éducation pour des jeunes scientifiques qui sont rares et donc chers, quoi. Mais je crois qu'il y a une prise de conscience complète de ça.
Éric Charbonnier, que vous connaissez, qui travaille à l'OCDE, a fait énormément de travaux tout à fait passionnants sur les problèmes des problèmes des systèmes éducatifs comparés. L'idéal, on le sait, c'est la Finlande, hein, qui a réussi à avoir les scores les plus élevés, à avoir plein de scientifiques, etc. Et c'est très intéressant en Finlande, c'est que la base, c'est l'éducation des profs. C'est la formation des profs. Et les profs, pour enseigner les maths en primaire, on n'a pas besoin d'être un génie des maths, hein, mais il faut savoir enseigner les maths, quoi. Donc c'est la capacité à enseigner les maths qui est mise sur le devant et pas le diplôme de maths, quoi. Et ça donne des résultats. La Finlande est le seul pays européen qui résiste à l'Asie, hein, dans les classements internationaux sur le système éducatif. Une anecdote, donc je suis allée récemment visiter l'Institut universitaire européen. C'est un institut où il y a des doctorants de tous les pays européens. Et donc chacun vient avec la bourse de son pays. Et donc on peut observer les écarts. Alors le finlandais, il est payé 10 fois plus que le grec. Bon voilà, donc c'est pas que... C'est sûr que l'aspect financier est très important aussi, quoi. Il y a des très très grosses inégalités. Et donc, plaider pour qu'il y ait plus d'argent dans l'éducation supérieure, que les profs soient plus payés, etc. Nous sommes tous d'accord. Bon, merci beaucoup de votre attention et bonne soirée.